Salut à tous, salut à toutes. Pendant plus de 30 ans, j'ai interviewé les plus grands athlètes pour France Télévisions. Mais aujourd'hui, j'ai eu envie de retourner à l'origine, de retourner à la base, là où se construit le sport, là où se construisent les histoires des hommes et des femmes dites ordinaires, mais qui réalisent des choses extraordinaires et dont les témoignages sont particulièrement inspirants. Alors évidemment, leur cœur est quelquefois lourd, les valises qu'ils portent sont également très lourdes à porter, mais peu importe, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils témoignent, eh bien nous donne envie d'aller plus loin, nous donne envie de leur ressembler peut-être, nous donne envie de repousser nos limites. Et c'est exactement l'objectif de ce podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Radio Montel, le podcast. Et je me suis un peu enfermé dans une image où je valorisais la maigreur. C'était de ne pas manger pendant plusieurs jours et d'enfiler les kilomètres et d'épuiser mon corps jusqu'à des niveaux de souffrance qui étaient terribles. Thierry Schaffner, 32 ans, suite à une rupture douloureuse, est devenu amoureux de la course à pied. Il a fait de la douleur sa compagne au quotidien. Mais il est tombé dans l'enfer des troubles alimentaires. Longtemps dans ma vie, on m'a prédestiné un avenir, je me suis construit un avenir un peu radieux, on va dire, et j'ai dû lutter contre ces barrières. J'ai dû aller au-delà j'ai connu une enfance difficile, j'ai vécu de la délinquance. Dans la délinquance, j'ai fait un passage aussi au foyer. Tous ces événements dans ma vie m'ont fait penser à un moment donné que j'étais prédestiné à pas grand-chose en fait. Mais tu dis « je me suis construit ». Tu n'as pas l'impression que ce sont les autres qui t'ont mis sur cette voie ? Alors bien sûr, on est directement impacté par son contexte de vie, ça c'est sûr. Mais, je dirais qu'on est directement responsable de ses choix et quelque part, j'ai fait des choix qui m'ont mené là où j'ai été dans ces situations-là et Quel j'ai voulu j'ai Le premier choix, tu dirais que tu avais quel âge ? le premier choix, Quand tu as c'était été responsable de ton choix, parce que tu te ouais. dis « je me suis construit », donc c'est toi qui as pris une décision. Est-ce que en revenant en arrière, tu dirais « j'avais tel âge, quoi, quand j'ai pris cette décision ». C'est dur de donner un âge clair. Je dirais que déjà, à mes 11-12 ans, j'ai fait le choix de me saboter. J'ai fait le choix de détruire un peu tout ce que j'avais construit. Par exemple, je peux donner l'exemple, j'étais un grand fan de football, j'étais gardien de but et à cette époque-là, je peux pas dire que j'avais un avenir, mais j'avais du potentiel et de par mon comportement, j'ai tout saboté. J'ai tout détruit, j'ai tout, heu Tu l'as fait consciemment ? de nouveau, c'est dur à répondre parce que, je pense que je l'ai fait consciemment. C'était un peu un appel à l'aide. Je voulais qu'on 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 jette un regard sur mon existence, que je montre que j'étais là et je le faisais peut-être pas de la bonne manière, mais Pourquoi? Est-ce que toi-même tu t'aimais pas à ce moment-là? je crois que non. C'était vraiment une période délicate parce que, à ce moment-là, je vivais l'abandon de mon père. Ton père est parti? Ouais, ça a été très difficile à accepter parce que c'était une période où j'avais besoin de repères, où j'avais besoin de structure et je me suis retrouvé sans rien en fait et heu, j'avais quand même ma mère qui était très présente, qui m'a toujours soutenu, qui m'a toujours encouragé, qui a eu énormément d'amour pour moi, mais il me manquait quand même quelque chose et bah, je pense que mais attention, je nuance parce que je regrette absolument rien, aucune ligne de ma vie parce que toutes ces lignes m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Par contre, cet abandon était très difficile pour moi, dans cette période cruciale parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de structure, on a besoin ouais, d'un cadre. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a manqué et puis, je Tu partais un peu as dans des tous les frères et sens. sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Donc c'était toi l'aîné, Ouais, c'est toi l'aîné ouais. et donc tu t'es retrouvé, un peu démuni et donc tu quelque part,
Tu as voulu exister en faisant des conneries, en fait. Exactement, exactement. Je me suis construit une identité autour de la violence, de la délinquance. C'était quoi la délinquance? Ah, ça peut être en je pouvais faire des vols, je pouvais me bagarrer, je pouvais, Et tu t'es retrouvé en foyer. ouais, Alors c'est exactement. quoi un foyer? Parce que tu es suisse, faut le dire, donc Oui, tu es de Montreux. exactement, c'est juste. Ça veut dire quoi foyer en Suisse? Alors un foyer, en fait, c'est une structure où, on est dans dans une structure où il y a des éducateurs, hein, qui nous accompagnent au quotidien. C'est une structure fermée? Oui, c'est une structure fermée, mais moi, dans mon cas, j'étais, à l'école publique. Le but, c'était vraiment de m'éloigner de mon environnement. Du coup, j'étais loin de mes repères, mais j'étais dans cette structure-là. Et là, tu avais quel âge à ce moment-là? Je suis arrivé au foyer, j'avais 13 ans. Et tu Ouais, es resté combien de temps? je suis resté 2 ans. Ouais. Ouais. Est-ce que ça t'a permis de te recadrer, d'envisager une autre voie ou tu as continué à dériver? Ah complètement, mais ça a été un long processus par contre, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ce ce qui a été le plus fort pour moi dans ce passage-là de ma vie, ça a été les rencontres. J'ai nourri, heu, un amour pour mes accompagnants. C'est un peu bizarre, mais ils ont endossé un peu cette figure paternelle qui m'avait tellement manqué pendant mon enfance et surtout, ils m'ont accordé leur confiance. Ils m'ont permis de prendre conscience de tout le potentiel que je voulais cacher au fond de moi et bah, derrière toute leur bienveillance, bah, j'ai commencé à y croire. Je me suis convaincu que j'étais autre chose que ces accès de violence, de colère, et petit à petit, bah, je me suis construit autour de ça et je me suis valorisé, j'ai commencé à apprécier l'image que je dégageais et petit à petit, de fil en aiguille, ben, je suis arrivé au foyer, je faisais partie des jeunes et à la fin de mon séjour, je faisais partie des grands, on va dire et quand on accueillait les nouveaux jeunes du foyer, j'ai pris un peu ce rôle de grand frère et je me suis senti très, très, très valorisé là-dedans. Et tu aurais pu jouer ce rôle de grand frère avec ton petit frère, justement? Alors là, tu poses une bonne question. C'est vrai que j'ai pas toujours été un frère exemplaire, mais ça n'empêche que j'ai toujours eu beaucoup d'amour pour lui et bah, j'ai on va dire que j'ai tenté de rattraper le temps perdu, par la suite, au final. Oui, donc Ouais. contre ton destin, tu le prends en charge, à la sortie du foyer, c'est ça? Est-ce que tu te sens un homme ou un adolescent neuf en sortant du foyer? Oui, en fait, exactement, c'est là que je pense que ma course a commencé. La course contre mon destin a vraiment débuté parce que quand je suis sorti du foyer, j'avais vraiment cette conviction que, j'avais plein de qualités que je voulais, montrer au monde entier. Bah, malheureusement ou heureusement, je traînais des casseroles derrière moi et c'est pour ça que je dis courir contre mon destin parce que, bah, j'avais pris du retard scolaire, j'étais pas prédit à faire de grandes choses. Enfin, après tout est subjectif, c'est quoi des grandes choses? Tout est question de contexte de vie, mais dans mon cas, ouais, j'ai dû lutter contre cette image et bah, à force de lutter, bah, peut-être que j'ai trop lutté et j'ai fait émerger d'autres, difficultés, heu, Trop lutter, heu, trop vouloir faire bien. trop vouloir faire bien, Ouais. ça c'est à la sortie du foyer. Tu fais quoi alors concrètement? En sortant du foyer, j'avais nourri la conviction qu'un jour je serais éducateur. Ça m'avait tellement transcendé que, je voulais en faire mon métier et j'en avais fait une obsession. Seulement que comme je t'ai dit, j'avais pris du retard, dans ma scolarité et bah, j'ai dû me rabattre sur quelque chose d'accessible. Donc j'ai fait un apprentissage, je sais pas comment vous dites en Si, si, France? c'est un C'est un apprentissage, oui. apprentissage aussi, comme installateur en chauffage. Ça a été quelque chose de très difficile pour moi parce que, bah, déjà j'aimais pas du tout ça. Je me levais tous les matins la boule au ventre, dans des conditions très difficiles, hein, enfin très difficiles, on s'entend, mais pour moi qui sortais d'une situation où j'avais très peu de cadre, je mettais les pieds dans le monde du travail où c'était très structuré, il y avait du rendement, il fallait être efficace, il fallait travailler dans la poussière, on Donc tu rentrait as sale, senti très vite fatigué. que c'était pas ta voie? Exactement et heu, je je m'étais interdit d'abandonner.
Je voulais arriver au terme de cette formation et je quand je dis que je voulais trop bien faire, ben, heu, c'est un peu l'exemple de cette formation. J'ai vraiment tout donné pour réussir, Alors que ça te plaisait pas? alors que ça me plaisait pas du tout, vraiment. Je Mais est-ce qu'il y détestais avait pas ça. justement l'envie de se faire mal à ce moment-là, quelque part? De se Oui, punir, en faisant un truc, qui te plaisait pas et en voulant aller, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, quoi? oui, clairement, clairement et au final, là, je trouve intéressant parce que tu mets vraiment le doigt sur quelque chose qui a rythmé un peu toute ma vie. Heu, ouais, c'est un peu ce rapport à, cultiver, l'inconfort pour, embrasser le confort. J'aime bien un peu ce biais-là. Mais, pour revenir à ma formation, bah, du coup, je m'étais fait violence et bah, j'ai eu l'immense fierté de finir, mon apprentissage comme, meilleur apprenti du canton de Vaud. Et qu'est-ce qui se passe derrière ça, alors? Tu es tombé amoureux, quoi? Ouais, mais un amour qui m'a complètement transcendé. Heu, C'est quoi? C'est un coup de foudre ou c'est ouais, quelque c'est chose? je après c'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Mais en tout cas, moi, je pense avoir vécu un coup de foudre, dans mon contexte de vie, ouais. Et elle m'a complètement, bouleversé. J'étais dans une période où j'avais pas confiance en moi, où, je je ouais, j'avais nourri certaines phobies sociales et ça a été délicat pour moi de parce que, de nouveau, on revient toujours sur cette image que je voulais véhiculer. Je voulais toujours trop bien faire, toujours, lutter contre ces casseroles que je traînais derrière moi et c'est fou parce que dès l'instant où je l'ai rencontrée, elle dégageait tout ce que je n'étais pas. De l'authenticité, de la spontanéité et je pourrais pas l'expliquer aujourd'hui, mais je suis littéralement tombé amoureux de sa personnalité et bon, bien sûr, elle avait du charme, mais ouais, je pourrais Justement, est-ce que tu es pas tombé amoureux de quelqu'un qui était exactement l'inverse de ce que tu imaginais être, en fait? oui, exactement. Et elle a ressenti la même chose pour toi? Mmh, ça c'est difficile à répondre. Je pense que de son côté, c'est sûrement différent. En tout cas, dans mon cas, elle m'a donné la sensation heu, de me reconnecter à moi-même. À force d'être avec elle, de côtoyer cette authenticité, je me la suis appropriée et je me suis jamais senti autant vivant qu'à partir de cette période-là, où j'ai commencé au final à expérimenter, qui j'étais au fond de moi et à ne plus avoir peur, à vraiment assumer, tel que j'étais. Et ça a duré combien de temps? Alors ma relation, elle a duré 8 ans. Ah oui, quand même. Ouais, 8 ans. Ouais, Puis, en 8 ans, tu bien qu'on a vécu plein de choses. j'imagine. Ouais, ouais. Et puis, ben, ça a été aussi un énorme soutien parce que, bah, pendant notre relation, j'entamais aussi ma reconversion professionnelle vers, ce que je considérais être comme ma vocation, C'est-à-dire? éducateur. Éducateur? Mmh. Alors ça a été un long chemin de croix parce que ça n'a pas été facile. J'avais quand même du retard scolaire dans la rédaction et cetera. Heu, En psychologie aussi, sans doute? ouais, sans doute et aussi je pense que j'avais un manque de maturité que j'ai dû travailler en osant l'expérience, en faisant des rencontres, Et là, elle t'a aidé alors cette elle m'a femme? beaucoup aidé, elle m'a toujours soutenu dans ses démarches parce que ça a été long, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai dû m'accrocher. Déjà financièrement, c'était compliqué parce que c'était une période où je faisais des stages, donc j'étais pas très bien rémunéré. Elle a toujours été d'un grand soutien. Elle travaillait? Oui, alors, et elle m'a toujours beaucoup inspiré parce qu'elle était brillante. Je sais pas si tu connais les l'EPFL à Lausanne? Si, si, bien sûr. Ouais. L'école? Ouais, exactement, elle Mmh. avait fait C'est une maths. c'est une école, prestigieuse à Lausanne. Exactement, elle était mathématicienne à l'EPFL Mmh. et du coup, ouais, son parcours m'inspirait beaucoup. Heu, Est-ce que le sport est rentré dans ta vie à ce moment-là? alors en fait, il en est jamais sorti. Il a Ah, toujours été présent, toujours, même quand tu ne t'aimais pas? exactement, toujours. Après ça la course à pied a toujours eu des fonctions un peu différentes. Dans mon enfance, bah, je faisais beaucoup de foot et après, bah, toute ma vie de jeune adulte, je courais, de manière récréative, hein, sans vraiment d'objectif ou d'ambition et là, vraiment la course à pied, elle me servait vraiment de purge, D'exutoire? mentale. Voilà, exactement, pour gérer un peu toute cette pression que je m'imposais quotidiennement et cetera. Mmh. Mmh. Et elle était sportive aussi? À son niveau, oui, 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 elle pratiquait enfin, je sais pas si elle pratique toujours, mais ouais, elle pratiquait du volley.
Mmh. Ouais. Et pourtant ça s'est terminé cette histoire. Et là Oui, ça a été une vraie douleur, là. alors, exactement, ça a été très, 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 très difficile parce que D'ailleurs, est-ce que tu t'en es encore remis aujourd'hui ou pas? j'aimerais te dire oui, mais je pense que non. Chaque douleur a une fonction. Elle nous permet de nous sentir vivants, je crois, fondamentalement, parce que c'est ce mélange d'émotions entre douleur, inconfort, bonheur, Souffrance? joie, c'est un peu cette multitude, ces multitude d'émotions qui font que je me sens vivant. Et non, je ne regrette absolument rien et je suis arrivé à un moment dans ma vie où j'avais besoin de comprendre, tout ce qui m'avait conduit là où j'en étais aujourd'hui et c'était aussi l'occasion pour moi de faire la paix avec moi-même, de me dire: «Ben, voilà, tout ce que tu as traversé, c'est OK, c'est assumé, toute ta fragilité, toutes tes failles, tu en as conscience et tu plus» je crois que je suis arrivé à un moment où j'avais plus envie de porter de masque. J'avais plus envie de jouer, quelqu'un que j'étais pas et heu, de là est née, mon envie de partager mes expériences. Pas pour dire, «Regardez, le monde, il est beau». Non, je voulais montrer un peu ce contraste et donner un peu d'humanité aussi, de se dire: «Bah, voilà, personne n'est infaillible, on a tous des faiblesses» et je trouve que c'est beau de les reconnaître parce que c'est ce qui nous rend humains au final, c'est ce qui facilite, le lien et je l'ai aussi appris au travers de ma profession parce que j'ai pas terminé, mais je suis éducateur social après un Un long un long parcours. parcours, ouais et c'est ce Et que pour en revenir à excuse-moi, mais ouais. pour en revenir à cette relation, amoureuse, fusionnelle, elle s'est donc terminée au bout de 8 ans et j'ai l'impression en t'écoutant que tu sais pas ce qu'est devenu cette personne. Ça me semble incroyable ça. Ouais, alors on est jamais on n'a jamais le contrôle sur les émotions ou le ressenti de quelqu'un et je peux pas lui en vouloir de ça. Ça s'est fini brutalement, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, hein, heu, mais on avait des projets ensemble, on avait acheté une maison, on devait se marier, heu et tout ça s'est fini brutalement et ça fait partie de la vie. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est, comme tu relèves, je n'ai plus de contact avec cette personne aujourd'hui. Mais ça n'enlève en rien que, je garde énormément de beaux souvenirs avec et je crois que c'est le plus important aujourd'hui. Bien sûr. Parce que quand je repense à elle, je 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 pourrais nourrir de la rancœur, mais j'en ai pas envie. Ce serait un peu salir tout ce qu'elle m'a apporté, tout ce qu'elle a construit en moi et enfin, on va dire, je l'ai construit, mais elle m'a beaucoup inspiré. Elle m'a accompagné là-dedans et je trouve que c'est très important de pas le renier, sous prétexte qu'il y a eu une période où, ça a été plus compliqué. Tu la refais ta vie ou pas, sentimentalement? Alors j'ai fait des rencontres, j'ai fait quelques rencontres, oui. Après c'est toujours difficile parce qu'on arrive à un âge où, en tout cas dans mon cas, où je sais ce que je veux et je sais surtout ce que je ne veux plus et Qu'est-ce que tu veux alors? ce que je veux c'est quelqu'un qui puisse m'accompagner au quotidien, avec qui on partage, des choses profondes, hem, mais une relation au travers laquelle on sent bien, 2 individualités distinctes. Pour moi, c'est super important qu'on se confonde pas dans un couple, dans une union et je trouve que c'est ce qui a été douloureux dans ma précédente relation. C'est ce Mmh. que je recherche aujourd'hui. Mais avant tout, c'est vraiment la rencontre, l'échange et puis, je dirais que là, ce qui me manque le plus, c'est vraiment, partager des moments sincères comme, au travers de voyages. Je sais pas, moi j'adore voyager, hein, mais ça m'empêche pas de voyager seul, j'adore le faire. Mais c'est vrai que des fois quand on a le regard posé sur un magnifique coucher de soleil ou, heu, C'est bête d'être tout seul pour le et c'est regarder, quoi. ouais, alors tu dis: «C'est fantastique», mais de le partager, c'est tellement mieux. Mmh. Ouais. Alors ensuite, tu as connu des troubles, alimentaires, c'est ça? C'est arrivé peu de temps après ma rupture, parce qu'en fait, cette rupture, je l'ai pas décidée. Donc quelque part, c'est un peu comme si je perdais le contrôle sur ma vie et de manière un peu insidieuse, enfin, je m'étais convaincu que ça allait être très difficile pour moi de reconnaître De vivre? de vivre déjà, parce que je j'avais jamais vraiment appris à vivre seul, hein, au final et hem, Est-ce que le sport t'a aidé à ce moment-là? il m'a sauvé.
il m'a sauvé. Je me suis sauvé, mais il m'a transmis des leçons, super importantes et précieuses pour ma reconstruction. De Mais quoi? Dans l'effort long, dans l'endurance? ce que je trouve fantastique dans la course à pied, bah, peut-être dans les autres sports aussi certainement, mais ce que je trouve fantastique dans la course à pied, c'est qu'elle triche pas. Elle est honnête. Heu, Oui, elle cultive toutes les émotions de la vie. On peut se retrouver sur une sortie à être dans la douleur, dans la souffrance, puis, dans la joie, la fierté, l'euphorie, hein, l'euphorie, et ce que je trouve fantastique parce qu'elle résume en 1 heure de course ce que la vie nous enseigne, bien sûr. et je trouve assez fabuleux. Et quand je dis qu'en course à pied, on ne triche pas, c'est, bah, dans la douleur, quand on a très mal, quand on souffre, lors d'une séance, on a 2 options. On continue ou on s'arrête sur le bas-côté, et c'est ça, on a aussi ces choix au travers de la course à pied. C'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous donne des convictions au travers de notre identité, et je trouve fabuleux la course à pied pour ça. Chaque fois, on est confronté à ces choix. J'ai pris connaissance, de cette résilience qu'il y a en moi, de toujours essayer de continuer d'avancer, peu importe les douleurs, peu importe les défis, il faut. Alors donc cette rupture, tu aurais pu t'arrêter sur le bord du chemin, donc tu as outrepassé ta douleur, tu as continué, mais tu as été rattrapé par ces troubles-là qui ont commencé à perturber ton organisme quand même. Oui, exactement, ça a été très difficile parce que, bah, comme je te disais, bah, cette rupture, elle était synonyme pour moi de perte de contrôle, et j'avais besoin de reprendre le contrôle à une période où je me remettais en question, où je me disais: «Est-ce que je vais retrouver l'amour? Ou est-ce que je» et je me suis un peu enfermé dans une image où je valorisais la maigreur, où, Est-ce que justement, est-ce que la course à pied justement ne favorise pas, cette mise, en vedette de la maigreur en fait? alors on peut tomber, et je suis tombé là-dedans, et clairement on peut, c'est ça peut être un risque potentiel, hein, à pas négliger. Donc l'anorexie, Oui, donc tu mangeais plus rien ou alors, tu te faisais vomir ou non, alors ça m'est jamais arrivé, mais j'avais d'autres process compensatoires. c'était quoi les process alors? Alors c'était de ne pas manger pendant plusieurs jours et d'enfiler les kilomètres et d'épuiser mon corps jusqu'à, des niveaux de souffrance qui étaient terribles. Heu, Ce qui était terrible aussi, c'est que, je me suis beaucoup isolé, pendant cette période. Je refusais les apéros parce que je savais que c'était synonyme de calories. J'évitais de sortir en boîte parce que c'était synonyme d'alcool. Bon, ça peut être pas mal, mais c'est vrai que je me suis énormément renfermé sur moi-même durant cette période. Ça a été très délicat, et Tu as le souvenir d'avoir arrêté de manger pendant plusieurs jours? ah mais c'est mais bien sûr, je m'en rappelle très bien. Ça pouvait m'arriver, de pas manger pendant 2 jours. 2, 3 jours, et de courir, je sais pas, 15, 20 kilomètres par jour. Mais juste boire alors? Juste boire, juste boire, juste boire. Et d'être omnibulé par, la balance, Alors, chez moi, tout était il y a une période où tout aliment était corrélé à des calories, tu avais la table de conversion dans et la tête? alors ça, je ne pourrais jamais me l'enlever de la tête. Je sais exactement quel aliment contient combien de calories, combien de glucides, combien de protéines, combien de lipides. Dis-moi un exemple, par exemple. Bah, je sais pas, je Ah, pourrais dire qu'une banane contient 25 grammes de glucides, ou je sais pas, je peux ah te ouais, dire, 100 grammes de dinde, c'est, entre 20 et 25 grammes de protéines pour 100 calories, je sais pas. oui, oui, d'accord, oui, oui, non, il y a un côté quand même obsessionnel Ah, là-dedans. c'est complètement obsessionnel, et c'est terrible parce qu'après on peut plus s'en défaire de ces calories, et c'est un peu comme si, tout excès, en fait, on crée une mécanique dans son cerveau qui est juste folle parce que, heu, au début, on met en place des petites habitudes, des petites routines, et après ça prend des proportions. On n'arrive plus à s'en défaire. C'est une souffrance, c'est une souffrance qui est méconnue, je trouve, et en particulier chez les hommes, c'est quelque chose qui est. Ah, chez les femmes aussi, hein, Oui, c'est oui, c'est chez les femmes, mais ce que je veux dire par là, parce c'est qu'un homme gros, par exemple, socialement, c'est plus acceptable qu'une femme grosse quand même. non, moi je fais aucune différence. Peut-être toi, mais la société, va dévaloriser plus une personne, forte de sexe féminin que masculin. Parce que la femme doit, plus rentrer dans des canons de Mmh. standards de beauté, tu vois? Mmh. Je comprends ta remarque, et pour moi, je trouve qu'elle a pas lieu Oui, d'être, bien sûr. et Mmh.
j'espère qu'un jour on arrivera à s'en défaire, qu'on arrivera et j'ai l'impression que c'est un peu en bonne voie, que Bah, les j'espère femmes aussi. arrivent à faire porter, un message, important et je les encourage à le faire parce que pour Alors moi pour c'est en revenir à ton cas personnel, ça t'a coupé socialement de tous les liens, quoi, en fait? Tu voyais plus personne alors? alors je les voyais mais dans des conditions bien précises. Il y avait pas de nourriture quoi, Donc c'était quoi les conditions bien précises? C'était dans ton boulot? C'était, alors à l'entraînement? C'était, exactement, à l'entraînement, au boulot, dans des sorties où, je savais qu'il y avait pas de ou par exemple quand ils allaient au restaurant, je les rejoignais après. Je prétextais toujours une excuse: «Ah, j'avais un truc à faire, je vous rejoins», puis j'arrivais juste, au moment où il y avait le digestif et comme, je courais beaucoup, ça avait été accepté le fait que je ne boive pas, mmh, donc j'ai pas personne s'est alarmé de te voir, maigrir, parce que tu es arrivé à un poids qui était, vraiment, compliqué ou pas? alors, c'est la première fois que je le dis, mais je Mmh. suis descendu à 57 kilogrammes, Pour 1 m? 1,75 m. 75, ouais. Voilà, Mmh. voilà. C'était la limite, Mmh. c'était la limite et Tu as eu l'impression qu'à ce moment-là, tu aurais pu plonger vraiment et plus t'en remettre? Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu te sentais au bord du ravin là? alors clairement, mais je me suis en fait, toute ma vie, je me suis jamais vraiment senti au bord du ravin parce que je l'ai tellement f j'ai tellement couru le long de ce ravin que je sais que je peux y revenir parce que j'ai vraiment nourri cette confiance que, heu, je je peux me relever de tout. J'ai vraiment c'est fou, mais j'ai vraiment cette confiance-là. Pour d'autres choses, j'ai un peu moins confiance, mais sur ce point-là, j'ai jamais douté. Je savais que ça allait être très long parce que c'est vraiment c'est une mécanique qui est terrible. Elle accapare toutes nos habitudes de vie, hein. Il faut savoir que ça va du lever jusqu'au coucher, hein. Ça devient une obsession permanente. Une obsession, ça occupe peut-être le 80 de tes pensées. Tu penses à ce que tu vas manger le matin, mais tu penses aussi à ce que tu ne vas pas manger le soir. Ou, c'est que des mécaniques comme ça qui sont terribles et ça m'a vraiment saboté parce que, heu, j'ai j'aime tellement la course à pied que, le déclic en fait, c'est que j'ai commencé à frôler des blessures, genre fracture de fatigue ou vraiment des gros trucs et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. Pourquoi cette course à la maigreur? C'était quoi le sens derrière tout ça? Et on va dire que j'ai replacé après les focus sur autre chose qui pour moi était plus viable et plus sain sur le long terme. Mais la douleur, cette douleur que tu appelais de tes vœux justement, c'était toujours aussi, dans l'idée de te punir quelque part? Je perçois ça comme ça là, cette recherche, d'aller vraiment à chaque fois au bord du ravin sans forcément plonger, mais en se remettant à chaque fois, en question, en se lançant à chaque fois ce défi, quoi. Il y a un peu cette quête de rechercher constamment ma limite. Je pense que ça fait partie de ma personnalité, de mes côtés excessifs que j'assume complètement. Ça fait partie de ma personnalité de constamment aller quand je tente une expérience, en général, j'y vais pas à moitié. Vraiment, je fonce et j'essaie vraiment d'aller au plus profond de ce que je peux. Alors est-ce que tu Là as tenté l'expérience inverse? C'est-à-dire de te relever la nuit et de vider le frigo alors? alors exactement, alors je sais pas si c'est, typique on va dire d'un processus de guérison, je ne sais pas, mais je m'étais tellement, restreint, tellement puni, tellement, j'avais tellement diabolisé les aliments qu'à un bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps peut-être de changer, d'ouvrir ma boîte de chocolat ou de et ça a suscité en moi tellement de plaisir, tellement de dopamine que je suis tombé dans l'extrême inverse et je suis tombé dans une forme de boulimie où, j'avais des crises qui apparaissaient de manière, ponctuelle, mais où, je pouvais démonter toute l'armoire, ouais. Ouais. Ah, complètement, Mmh. ouais et c'est fou parce que je pense que dans toutes les douleurs, dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans notre vie, bah, tout a une fonction. Là, dans mon cas, je pense que c'était pour combler un vide.
un vide émotionnel, un vide affectif et c'est toujours intéressant parce que ça a une fonction, ça m'a permis à cette période de mettre vraiment le doigt sur la vraie problématique. Et parce que tu as, dans ces excès-là, le recul nécessaire pour essayer de comprendre pourquoi tu fais ça? Il faut toujours un certain temps. Dans l'immédiat, on est engrainé dans cette mécanique, mais il y a des moments où j'arrive avec une certaine lucidité à prendre du recul et à analyser ma situation. Je remercie aussi ma formation parce qu'elle me permet de le faire et c'est vrai que, bah, j'ai pu un temps m'extirper un peu de tout ça et puis de me dire à quoi ça rimait, pourquoi toujours ces excès et je crois que le vrai déclic, ça a été une scène qui m'avait vraiment beaucoup touché. J'en parle dans mon livre d'ailleurs. Là, c'était vraiment un gros déclic où j'ai dit, que Alors c'était quoi cette scène? j'en avais assez de ces troubles. C'était une scène où, je me levais le matin, comme d'habitude, où je pesais, au gramme près chaque aliment, où je connaissais chaque fonction. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai fait un peu d'orthorexie, hein, sinon ce serait trop facile. Vas-y, c'est quoi l'orthorexie? L'orthorexie, c'est quand on veut avoir une alimentation parfaite, où tout aliment ça c'était la dernière étape, hein, de mes troubles du comportement alimentaire. L'orthorexie, c'est vraiment où on veut avoir un contrôle, Absolue. absolu sur l'alimentation et ça allait de pair avec ma pratique de la course à pied. Parce que je voulais vraiment tout optimiser. Je voulais avoir, assez d'oméga 3, je voulais assez de lipides, assez de glucides pour l'effort, mais sans trop grossir. Je voulais assez de protéines pour récupérer et tout était calculé, compté constamment sur une balance. Je savais j'avais même fait un carnet où je notais toutes mes recettes, en fonction du type d'entraînement que j'allais faire, en fonction de et ouais, c'était très compliqué et au travers de cette orthorexie, tu imagines bien que dans mon armoire, il y avait aucun aliment plaisir. Donc il pouvait m'arriver de temps en temps de faire une crise, comme je te dis, où je pouvais tout démonter, tout démon Alors cette scène dont tu parlais là, ouais, alors cette scène, elle est arrivée où, bah, je me préparais le matin, je me lève, je pèse tout comme à chaque fois, je déjeune, je me prépare pour aller courir, je reçois un message d'un groupe de potes qui me disent: «Oh Thierry, est-ce que tu es motivé? On va se faire une sortie sur Loz et tout», Lausanne, pardon. Lose. Ouais et là, je réfléchis, j'hésite, puis je décline. Hein? Je décline. Pourquoi? C'est bête parce que je savais que j'allais avoir une grosse séance, que j'allais être fatigué et que, derrière, ben, ça allait être de l'alcool, une mauvaise alimentation et cetera et Pourquoi? Parce qu'avec les potes, quand vous avez fini de courir, vous allez boire un coup, c'est ça? non, 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 c'était une sortie, nocturne, hein. Ah oui, C'était pas une c'est sortie nocturne, pardon, pardon, j'y étais pardon, pas. Oui, oui, non, j'ai non, pas d'accord, précisé. C'était oui, pour une donc tu déclines la fête quoi, en gros. je décline la fête qui se préparait, pour privilégier ma course Mmh. et bah, du coup, toute ma journée était rythmée. Bah, j'ai été courir, je me suis bien fait mal. J'ai toute ma journée était rythmée autour du sport. Le soir, je rentre, je fais mon renfo et tout et là, au moment du repas, je me sens mais incroyablement seul, mais vraiment seul. Bah oui, tu l'étais mon vieux. Ouais, je Mmh. l'étais et j'avais que pour seule fierté de regarder mes dossards affichés bêtement sur mon mur, mes médailles qui Mmh. et au final, j'avais personne avec qui partager ce moment Mmh. et je me suis allongé dans mon lit, c'était 21h30. J'ai commencé à lire et je m'imaginais mon groupe d'amis qui était en soirée à s'amuser et moi qui m'infligeais une prison, une douleur permanente où, je connaissais aucun épanouissement et je sais pas ce qui s'est passé. D'une manière robotique, j'ai enfilé un training. Il pleuvait ce jour-là, je me rappelle. Pris la voiture, je me suis arrêté à une station-service et j'ai acheté tout ce que je pouvais comme, nourriture. Que des trucs sales, que des trucs gras, sucrés et j'é j'étais sur ce parking avec tous mes sachets de commission. Je regardais la pluie, je regardais mes sacs de courses et là j'ai dit: «Non, je peux pas continuer comme ça». Et je pense, c'est vraiment cette scène-là qui a vraiment déclenché un processus, de guérison pour moi. Je me suis dit: «Je ne veux plus de ça. Je veux plus de cette vie, enfin, je veux plus de ce contexte de vie», on va dire. Mmh. Ouais. Et tu as réussi à
a changé tout ça? Alors, pas du jour au lendemain, hein, bien sûr, hein. Ça s'est fait je pense qu'il faut jamais s'imposer des changements trop, radicaux. Ça s'est fait par étapes. Ça a été, par exemple, d'accepter une sortie par semaine au restaurant, après 2, après, un petit verre, de temps en temps, après je attention, hein, je n'encourage pas la consommation d'alcool, mais je pense que c'est important de trouver son équilibre et de trouver ce qui nous fait du bien. De 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 renouer des liens sociaux surtout? Oui, c'est super important. Ça malgré ma solitude, je dois dire que je me suis toujours senti entouré malgré tout, parce que je savais qu'un coup de fil, heu, j'avais quelqu'un et ça m'a je pense que c'est ça qui m'a toujours maintenu parce que j'étais profondément seul, mais cette solitude, je l'avais moi-même créée. On me l'avait pas imposée, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc quelque part, ça avait un côté un peu sécurisant de savoir que j'avais toujours un groupe d'amis, j'avais toujours ma famille, j'avais toujours des gens et Et aujourd'hui alors? aujourd'hui Aujourd'hui, bah, je dirais que je commence à trouver un équilibre qui me convient, entre la course à pied, mon alimentation, les Tu en es liens. où? Tu pèses toujours ou pas? Alors ça, je reconnais, chez moi, je pèse toujours. En revanche, là où j'ai beaucoup plus de facilité, c'est, d'aller sortir au restaurant avec mes Oui. amis, de on va dire que j'ai besoin de ce contrôle quand je suis avec moi-même. Quand je suis seul, j'ai besoin de ça. Ça me sécurise. Ça me donne la structure. Mais en dehors de ça, non, j'aime bien, C'est quoi ta semaine standard aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'entraînement, ça serait quoi alors? au niveau de l'entraînement, moi j'ai 5 à 6 séances par semaine. Ah quand Plutôt même? 6, ouais, Ah plutôt oui. 6, Ouais. ouais. 6 séances de course à pied, puis, en plus de ces 6 séances, j'ai peut-être, 4-5 séances de renfort. 2 séances jambes et j'essaie de faire un peu le haut du corps, puis un Oui, peu tous les jours des abdos. oui, ça reste quand même, très très chronophage tout ça. Ouais, mais ça me plaît, on va dire c'est chronophage, mais C'est heu pas aliénant. c'est pas aliénant et puis surtout que ça donne de la structure à mes journées parce qu'il faut savoir que comme je suis éducateur, Bah, justement, je voulais savoir si tous ces soubresauts, toutes ces périodes de doute et d'excès, est-ce que ça a pas impacté quand même ton rapport à l'autre professionnellement? à aucun moment parce que, c'est une fragilité que j'assume 100. Je veux pas me cacher derrière ce que je ne suis pas comme je te l'ai dit et je trouve que justement de laisser transparaître nos difficultés, ça nous rend humains et ça facilite le lien dans mon cas avec les personnes que j'accompagne. Je peux leur faire part de mes doutes, de mes propres difficultés par moment et ça leur permet de se reconnecter, de se dire: «Ah mais c'est possible, je peux m'en sortir, pourquoi lui et pas moi?» Enfin, Il est comme moi. il est comme moi et c'est ça que j'aime laisser transparaître. J'aime pas donner l'image de l'éducateur robotique. C'est pas du tout ce que le métier véhicule, mais heu j'ai pas envie de renvoyer cette image «C'est carré, c'est propre, c'est lisse». Non, c'est pas moi. C'est et justement, c'est ça que j'ai envie d'envoyer comme message aussi au travers de mon livre, de dire, heu: «On a tous nos failles, on a tous nos C'est faiblesses». c'est c'est assez paradoxal ce que tu dis parce que d'un autre côté, à peser les aliments au gramme près, tu tends vers la perfection quand même donc Ah, c'est ça c'est inhérent à ma personnalité. oui, mais c'est un peu en contradiction avec ce que tu me dis. C'est-à-dire je m'assume dans mes fragilités et d'un autre côté, je tends vers la perfection. J'ai besoin de cette part de contrôle, hein, elle est, j'ai aussi besoin de tendre vers une part de perfection, mais aussi pour moi, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est gris. Est-ce que ça ressemble à un C'est marathon alors? la vie, Oui, ta vie, ma vie, ouais, je pense, ouais. J'aime bien cette métaphore de me dire que, chaque pas nous conduit un peu plus vers, sans savoir ce qui va t'arriver en sans fait. savoir ce qui va nous arriver. Mais tout en te mettant le cadre de la course, de cette ligne bleue qu'il faut, épouser au plus près, sans exactement savoir, comment tu vas te sentir en franchissant la ligne d'arrivée, quoi. Et est-ce que tu vas la franchir ou est-ce que tu vas te fracasser contre le mur, quoi? Alors ça, on sait jamais, ça c'est toujours la question, hein. Mais ouais. Moi, j'aime bien cette idée, puis cette métaphore du marathon. C'est un peu l'image, du livre, où, chaque pas nous rapproche un peu plus de cette ligne d'arrivée, comme tu dis et on sait jamais ce qui va se dresser sur notre chemin. Mais de toujours nourrir que la confiance, de nourrir que,
au pied de la montagne, il y a toujours son sommet et quoi qu'il arrive, Même si, le sommet est dans les nuages, quoi. même si le sommet est dans les nuages, de d'avoir je pense que si on arrive à en être persuadé, on a fait un énorme pas vers le bonheur, je crois. De se persuader que peu importe ce qui va nous arriver, on arrivera à se relever. C'est quoi le bonheur alors? Le bonheur, ça c'est tellement propre à chacun, c'est Oui, beh, tellement justement, subjectif, justement, mais quelle est ta définition du bonheur à toi? ma définition du bonheur, c'est moi j'aime bien, j'ai un adage que j'adore, cultiver la douleur, la peine, la souffrance et embrasse le bonheur, la joie et la fierté. Et pour moi, c'est ça le bonheur, c'est de cultiver tout ce qui fait, ce cocktail d'émotions et de traverser les épreuves difficiles en maintenant, cette conviction que ça va aller vers le mieux. C'est ça pour moi le bonheur. Cette confiance qui est inhérente, qui nous accompagne au final. 32 ans, c'est ça? Ouais, Dans 20 ans, tu en auras 52. ouais. Tu t'imagines comment? Ah, ça Est-ce c'est que tu dur à courras dire. encore? Est-ce que tu auras des enfants? Est-ce que tu auras fait la paix avec toi-même? Est-ce que tu découvriras encore, tu auras encore ce coup de foudre que tu as connu une fois? Est-ce qu'on peut le revoir, est-ce qu'on peut le revivre une deuxième fois? Comment tu vois ça? C'est ça qui est beau, c'est que on peut jamais prédire quoi que ce soit. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'avec tout le bagage que j'ai derrière moi, je 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 me prédis un bel avenir, enfin un avenir dans lequel où je serai heureux et épanoui. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après comment, quoi, je ne sais pas. C'est sûr que si, j'ai une femme à mes côtés avec des enfants et la course, ce serait pas mal, ouais. Mais Tu les jeux auras envie qu'ils pèsent leurs aliments, tous les matins en se levant, qu'ils fassent comme papa? ah certainement pas, ça je n'encouragerais pas cette, pratique, mais non, au final, je pense que je leur partagerai mon histoire avec fierté parce que C'est pour ça que tu as écrit le livre c'est d'ailleurs. pour ça, j'en suis fier, j'ai pas honte. Si j'avais honte, je le partagerais pas et c'est ce qui fait que je suis moi et je crois aussi que, heu, c'est ce qui fait que j'ai fait la paix avec moi, c'est que j'assume complètement qui je suis. Merci Thierry, merci d'avoir été, présent dans ce podcast concentré d'émotions. Je pense que le titre du podcast correspond bien à ce que tu as voulu, exprimer, toutes ces émotions, auxquelles il ne faut jamais renoncer, même si ce sont quelquefois des émotions qui douloureuses. Mmh. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil et puis, l'espace que tu offres à mon livre. Je te remercie vraiment. Voilà, j'espère que cet entretien vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. D'ici là, portez-vous bien et abonnez-vous. Alors peut-être